Bonjour à tous, on est ravis de se retrouver pour une nouvelle vidéo capsule. On vous fait le retour sur les publications de la CSRD, mais maintenant on s'intéresse à la taxonomie. Alors je suis accompagnée de Marion et Maxime. Vous allez voir, on va aujourd'hui vous parler donc vous faire un aperçu des pourcentages d'alignement, des pourcentages d'éligibilité par secteur, etc. Que retenir l'essentiel, et ensuite on vous fera un focus détaillé en vous partageant les principaux constats et points de difficulté sur l'éligibilité, l'alignement, la présentation des KPI. On parlera aussi des DNSH, etc. Et on terminera par les perspectives, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on attend un acte délégué corrigé sur la taxonomie. On reparlera des dates et de la timeline. Alors Marion, faut qu'on se fasse un petit point méthodologie. Est-ce que tu peux nous partager quelle a été la méthodologie là sur la taxonomie ? Oui, alors effectivement, en termes de couverture des données et de méthodologie, un petit rappel, parce que cette fois, c'est un petit peu différent des capsules précédentes qu'on a pu vous présenter. Ici, les chiffres sont issus donc d'un panel français uniquement, et donc des entreprises du CAC 40 qui ont publié à date. On est sur les entreprises uniquement du secteur de l'industrie et des services, et donc qui sont en clôture annuelle 31 décembre. On vous a également inclus sur la slide donc la répartition par industrie. Alors du coup, si on passe à l'essentiel, quelles sont les données que tu retiens, Marion, d'abord, et ensuite, c'est quoi tes principaux messages ? Ouais, alors quelques données donc chiffrées. En effet, 100% des publications ont inclus les données issues demandées par la taxonomie, principalement dans la section E, comme c'était demandé et requis par les ESRS, et en très grande majorité finalement en fin de la section E, puisque 70% l'ont mis plutôt à la fin de cette section. En termes de nombre de pages, c'est une note taxonomique qui fait en moyenne 12 pages sur notre panel. Et si maintenant on regarde les indicateurs, à combien se sont-ils élevés en termes de chiffre d'affaires, à 2024, on est en moyenne à 8% de chiffre d'affaires aligné et sur les CAPEX à 12% de chiffre d'affaires aligné. Peut-être un message ici, c'est qu'on vous a inclus sur la slide les taux moyens de l'an passé, où on voit que c'est 9% en taux moyen d'alignement chiffre d'affaires pour 2023 et 15% sur le CAPEX 2023. Donc finalement, si on prend juste un tout petit peu de recul, le fait d'avoir pu appliquer de l'alignement sur 4 nouveaux objectifs cette année, finalement, ne fait pas réellement évoluer les pourcentages, voire au contraire, on perd un point sur le chiffre d'affaires. Et donc, potentiellement, ça vient de certaines clarifications, et on pense notamment, alors probablement pas que celle-ci, mais aussi à celle sur le DNSH pollution, qui finalement ont fait que sur un certain nombre d'activités, les exigences ont fait que les groupes n'ont pas pu publier plus d'alignement. Si on continue sur les principaux messages, donc sur l'éligibilité et l'alignement, des taux hétérogènes entre les industries, ça c'est un constat classique qu'on fait chaque année. Et donc on vous a mis les pourcentages, on vous les rappellera un petit peu plus tard. L'analyse multi-objectif qui est donc requise par les textes a été menée par la grande majorité des entreprises du panel, puisqu'on retrouve 78%, donc près de 80% qui ont présenté cette information-là. Un faible recours à des clés d'allocation, en tout cas, c'est faiblement indiqué dans les notes taxonomiques. Et puis les tableaux obligatoires qui ont été utilisés par environ 60% de notre panel. Pour la suite des messages, on est en ligne en fait avec ce qu'on a pu relever également les années précédentes en termes d'indicateurs non-GAAP, donc additionnels. On a toujours une vingtaine de pourcents des entreprises qui ont publié des indicateurs, et avec des types d'indicateurs qui sont assez variés en fonction des entreprises. Donc pas de tendance particulière sur un indicateur que plusieurs groupes publieraient. L'exemption de la matérialité sur l'indicateur OPEX qui est utilisé en majorité, mais donc tout pile, 53% des groupes font appel à cette exemption de matérialité. Et pour les CAPEX et plans CAPEX,
toujours aussi la même proportion de nombreux groupes, donc les 2/3 des groupes font appel aux CAPEX de type C, les CAPEX individuellement éligibles ou alignés, et pas de plan CAPEX sur notre panel réellement disclosé au sens de la taxonomie, puisque évidemment, quand on fait le lien avec le reste de la CSRD, on peut retrouver des informations sur des plans au sein des plans de transition, par exemple, mais en tout cas pas au sein de la taxonomie. Bon, alors, on a déjà un bon aperçu des messages. Si on s'intéresse du coup au KPI chiffre d'affaires, donc qu'est-ce qu'on peut en dire de ce KPI chiffre d'affaires ? Donc sur le chiffre d'affaires, le taux moyen d'éligibilité, il s'élève à 37%, 33% l'an dernier, donc une relative augmentation. Mais pour la moitié des entreprises du panel, ce taux il reste inférieur à 17% d'éligibilité. Donc ça reste une représentativité des activités de la taxonomie finalement assez faible. Le nombre moyen d'activités éligibles, c'est 9, mais alors là encore, on peut passer de 9 à 58, donc une forte disparité, toujours en lien des constats alignés en fait avec les années précédentes. Et en moyenne, une seule activité reportée dont le taux d'éligibilité peut être supérieur à 5%. Donc même quand il y a énormément d'activités, on en a certaines qui s'en détachent. 8%, c'est le taux moyen d'alignement au niveau du chiffre d'affaires, je l'ai mentionné. Et donc on a la moitié du panel à peu près qui ne présente pas de chiffre d'affaires aligné. Et enfin, sur le nombre moyen d'activités alignées, cette fois on est à 6, mais toujours une énorme hétérogénéité puisqu'on peut passer de 0 à une cinquantaine d'activités alignées. Maxime, je te laisse la parole pour nous donner un peu de contexte sur ces chiffres. Et comme vous le voyez, il y a une très forte hétérogénéité des taux d'éligibilité, 37% de moyenne comme c'était précisé, mais en réalité avec un minimum à 0% pouvant aller jusqu'à 100%, notamment dans le secteur du Health Industries. Donc le taux moyen d'alignement, quant à lui, s'élève à 8%, mais pareil, une forte disparité entre 0 et 50% au maximum. Sur celle-là, on vous présente finalement le taux min, le taux max et enfin le taux moyen. Donc comme on peut le voir, là où il y a vraiment de grandes différences, c'est plutôt sur la partie Energy, Utilities and Resources et effectivement sur l'industrie et le service. Assez peu de surprises et comme l'année précédente, tout ce qui est secteur du consumer market reste avec une éligibilité du chiffre d'affaires très faible, proche de 0 et un alignement à 0. Ce qui est aussi intéressant de voir ici, c'est que le taux d'alignement de la partie Health est à 0% quand son éligibilité est à 100%. Ceci s'explique principalement par le critère de biodégradabilité lié au DNSH pollution. Ici, nous avons choisi de vous montrer un petit peu des informations plus qualitatives liées finalement à cette description de l'éligibilité. Donc on a pris un exemple sur l'explication de ce qui est demandé par les textes. Donc expliquer ce qui est une activité éligible pour le groupe, mais aussi les activités qui ne le sont pas. Ce qu'on remarque, c'est que 93% des entreprises ont décrit leurs activités éligibles, quasiment la totalité. Par contre, seulement 61% ont décrit leurs activités non éligibles, et finalement un tiers de manière très détaillée. Sur la face droite, nous pouvons voir une explication fournie entre les activités éligibles, alignées, éligibles mais non alignées, et enfin les activités non éligibles. Concernant l'alignement, donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que 71% des entreprises du panel ont finalement explicité leur démarche d'alignement, notamment sur les critères de contribution substantielle, quand finalement 39% l'ont fait de manière détaillée. Donc, on note sur la droite un exemple qui est ici un schéma sur les critères de contribution substantielle liés aux activités éligibles du groupe, mais on retrouve aussi des explications qualitatives par du texte chez d'autres groupes. Ici, le sujet des DNSH. Donc, on voit que les pourcentages diminuent un petit peu, notamment 69% contre 71% pour les critères de contribution substantielle sont présentés. Par contre, seulement 30% explicitent de manière détaillée la façon de valider ces DNSH. Donc, on note un effort sur l'analyse d'alignement, critères de contribution substantielle et DNSH, et un petit peu plus d'un tiers font une explication détaillée de ces process. Donc Marion, on va passer au sujet des CAPEX et des OPEX. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu du coup des chiffres ?
Oui, alors quelques chiffres, là plus particulièrement sur l'indicateur CAPEX. Ici, le taux moyen d'éligibilité monte à 50% pour les CAPEX en ligne avec 2023. Si on s'intéresse au nombre moyen d'activités éligibles, ici on est à 12, mais là encore une très forte disparité puisqu'on a entre 1 et 58 activités éligibles, le reflet aussi de ce qu'on peut voir sur le chiffre d'affaires. Et on a 92% des entreprises du panel qui reportent au moins une activité avec un taux d'éligibilité à plus de 5%. Le taux d'alignement moyen, il est à 12% ici et la moitié des entreprises du panel ont un taux de CAPEX inférieur à 5% en réalité. La moyenne sur les CAPEX individuels, c'est que 3% de ces CAPEX sont alignés. Et donc, si on est maintenant en termes de nombre moyen d'activités alignées, on est à 8, mais là encore, au cas par cas et en fonction des industries, une grande disparité puisqu'on passe de 0 à 51 activités alignées au titre des CAPEX. Maxime, je te repasse la parole pour plus de détails. Donc ici, on retrouve la disparité dont parlait Marion, avec un taux d'éligibilité qui va de 5% jusqu'à 100% dans le panel, avec cette moyenne de 50% d'éligibilité sur les CAPEX. Quand l'alignement, lui, est plus faible, avec un étalement de 0 à 64% en fonction des groupes, avec une moyenne à 15%. On retrouve finalement cette même disparité intrasectorielle, où sur les secteurs de l'énergie et de l'industrie et du service, on note finalement des écarts assez importants pouvant aller de 0% à 64%, voire 100% sur l'éligibilité. Ici, point à noter, sur la partie consumer market, on voit que des CAPEX sont éligibles principalement au titre des CAPEX de type C, dont nous allons parler plus tard. Concernant les CAPEX individuels, donc de type C, nous avons noté que 72% des entreprises du panel en présentaient. 72%, c'est un chiffre très important. Cependant, ce qu'on note, c'est que le taux moyen d'éligibilité de ces CAPEX n'est que de 23%. Donc, beaucoup de groupes en ont. Finalement, une éligibilité relativement faible et un taux d'alignement en moyenne de 3% pour ces CAPEX de type C. À noter, aucun plan de CAPEX au sens de la taxonomie n'a été relevé dans les notes taxonomie de ces documents d'enregistrement universel. Cependant, les groupes font part de plans d'investissement incluant des effets liés à la taxonomie, mais pas des plans de CAPEX au sens de la taxonomie. Sur le sujet des OPEX, dorénavant, le premier point porte sur l'utilisation de l'exemption. On voit qu'en fonction des secteurs d'activité, l'exemption est plus ou moins utilisée. Dans la partie consumer market, elle l'est constamment, à 100%. Cependant, dans la partie énergie et notamment health industries, aucune utilisation de cette exemption. Ceci s'explique principalement par la composition des OPEX de ces groupes qui prennent en général une part importante de recherche et développement et donc qui empêchent les groupes d'utiliser l'exemption liée aux OPEX de la taxonomie. Enfin, les taux d'éligibilité sont aussi différents en fonction des secteurs, pouvant aller de 10% à 100% et une éligibilité, un alignement qui est d'autant plus faible de 0% dans le secteur du Health Industries, jusqu'à 34% dans la partie énergie. Alors du coup, merci Maxime. Au-delà de ces statistiques, on en a déjà un petit peu parlé dans le reste de la vidéo, mais on se retrouve avec des difficultés rencontrées pour l'alignement, donc avec soit des critères qu'on a du mal à comprendre, soit des critères qu'on a du mal à accepter, à analyser, soit des critères qu'on ne remplira jamais, soit des difficultés pour collecter. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Sur la partie des difficultés, on en note 3 principales. D'abord, l'exigence des critères. Comme on a pu le voir au cours de l'exercice 2024, le sujet du DNSH pollution a effectivement été compliqué à mettre en œuvre, à appréhender, avec des exigences parfois plus importantes que la réglementation actuelle. Aussi, certains critères de contribution substantielle peuvent être compliqués à atteindre ou à valider. Et ça, soit par l'exigence du critère intrinsèquement, soit au contraire par la difficulté à obtenir ou collecter les données permettant sa justification.
C'est notamment le cas pour les Substances of Very High Concern, liées au DNSH pollution, mais c'est aussi le cas, par exemple, pour des réglementations ou des chiffres d'affaires CAPEX liés à des activités hors Union européenne, pour lesquels les critères de la taxonomie font référence à des directives européennes. Enfin, le sujet de la transparence. Beaucoup de groupes ont pris en considération les FAQ, mais parfois, par manque peut-être d'informations claires et précises, ont dû mettre en œuvre des méthodologies. Ces méthodologies sont explicitées dans les notes des documents d'enregistrement universel, prenant en considération les hypothèses et les choix opérationnels pris par ces groupes. C'est des informations importantes à prendre en considération dans la lecture, finalement, de ces taux d'alignement. Alors, bon, ça, c'était sur les difficultés d'alignement plutôt des critères et des NSH. En revanche, là, je vais me tourner vers Marion. On a aussi ce sujet des garanties minimales. Alors, déjà, est-ce que les garanties minimales, en termes de pourcentage, on se rend compte que ça a posé des problèmes d'alignement, oui, non? Et ensuite, c'est quoi nos difficultés sur les garanties minimales? Ou alors, est-ce que c'est un sujet qui a été vraiment analysé en profondeur ou pas? Alors pour répondre à ta première question, Anne, en réalité, on remarque que les garanties minimales ne sont jamais le critère qui fait tomber de l'alignement. Pour répondre à la suite de tes questions, on a 64% des entreprises de notre panel qui présentent leur analyse des garanties minimales selon les 4 thématiques qui sont préconisées par le rapport de la plateforme pour la finance durable. Et donc ces 4 thématiques, pour rappel, qui sont les droits humains, la fiscalité, la corruption et la concurrence loyale. Donc, avec ces analyses, les garanties minimales semblent être respectées. En revanche, on note quelques points d'attention, c'est qu'on retrouve peu de détails sur le traitement des controverses et des litiges passés ou en cours en lien avec ces 4 thématiques. Et donc, on peut se retrouver un peu en manque de détails sur les analyses. Certaines entreprises font par ailleurs des renvois vers d'autres parties du document d'enregistrement universel pour étayer leurs analyses, puisque ces sujets peuvent être couverts par ailleurs dans les états financiers, dans des rapports sur le gouvernement d'entreprise, dans le plan de vigilance. Voilà. Merci du coup Marion, merci Maxime pour ces enseignements sur la taxonomie. On a quand même prévu une partie perspective sur la taxonomie. Pourquoi ? Parce que sur la taxonomie y compris, on a un contexte de simplification. On a un contexte de simplification avec déjà Omnibus et du coup la directive Content. Et on a également une dynamique de simplification avec, en attente, des actes délégués qu'on attend en juin. Donc s'il y a une chose à retenir dans ce slide, c'est principalement déjà... On attend en juin un acte délégué qui viendrait expliquer quelles sont les simplifications pour le prochain reporting taxonomie. Donc ça veut dire les publications à partir du reporting 2025. D'accord ? Ce que je vous propose, c'est qu'on a fait sur ce slide le détail des propositions qui étaient dans le draft. On a notamment du coup des interrogations sur est-ce qu'il va y avoir un reporting volontaire sur la taxonomie en dessous de certains seuils, donc 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous propose qu'on ne prenne pas notre boule de cristal. Je ne sais pas si ces seuils seront confirmés. C'est en discussion en ce moment. Ensuite, dans l'acte délégué modificatif de la taxonomie, il y avait plusieurs choses de proposées. Il y avait notamment une approche très importante qui est l'approche de matérialité pour parler du coup des choses importantes dans la taxonomie. Je ne sais pas si ce qui était dans le draft va être confirmé, mais on le suivra avec attention. C'est un sujet important. Ensuite, ils ont démarré des réflexions sur la simplification des critères DNSH, mais sans vraiment aller jusqu'au bout à ce stade. Donc pareil, on verra ce que l'acte délégué nous réserve. Et par contre, ils ont modifié du coup les templates pour essayer de les simplifier. Alors, ils parlaient d'une simplification de 70% des templates. En revanche, simplification des templates ne veut pas dire simplification de l'analyse. Donc, ce sujet sera également à suivre. Voilà. Je vous remercie, on vous remercie tous et on se retrouve pour la prochaine capsule du coup, qui portera sur le secteur financier.